Dans les 3 premières vidéos de ce cours sur les milieux ferromagnétiques, nous avons établi les théorèmes fondamentaux à l'étude des milieux ferromagnétiques et avons introduit la notion de cycle d'hystérésis pour caractériser les milieux ferromagnétiques. Donc maintenant nous allons utiliser toutes ces propriétés théoriques vues afin d'étudier des cas concrets, notamment ceux balisés par le programme de PSI, à savoir la bobine à noyau de fer, l'électroaimant, puis une petite étude des pertes dans les ferromagnétiques. Nous terminerons par traiter une partie du sujet CCP PSI 2017 sur les moteurs linéaires, qui sera d'ailleurs une bonne introduction au cours sur les moteurs synchrones. Alors, dans cette vidéo, nous allons rappeler la boîte à outils dont nous disposons pour étudier les systèmes ferromagnétiques, vraiment axés sur les propriétés essentielles. Nous allons montrer dans une expérience une propriété très particulière des matériaux ferromagnétiques qui est de guider les lignes de champ magnétique, et nous allons commencer l'étude sur la bobine à noyau de fer. Alors, petit rappel des théorèmes essentiels vus pour les milieux ferromagnétiques avec une petite analogie avec l'électricité. Alors, si on se rappelle de l'étude des circuits électriques, on sait que les lois fondamentales pour étudier ces circuits sont basées sur deux grandeurs couplées, la tension U et l'intensité I. Alors pour la tension U, nous avons une loi qui est la loi des mailles, qui permet de relier les différentes tensions au sein d'un circuit, de telle sorte que leur somme algébrique est nulle. Et c'est une loi qui vient en statique du fait que rotationnel de E est nul, et donc on peut associer au champ électrique E un potentiel V, telle sorte que sa circulation sur une boucle fermée est nulle. Et ça c'est ni plus ni moins que l'expression de la loi des mailles. Pour I, nous avons la loi des nœuds. Loi des nœuds ici, qui dit que le courant I1 se sépare en deux courants I2 et I3, et qui vient de la conservation de la charge dans la RQS, qui donne que divergence de J égale 0, qui permet de remontrer la loi des nœuds. Et enfin, donc pour étudier un circuit, on a besoin de la loi des mailles pour U, de la loi des nœuds pour I, et de relations U de I, U en fonction de I, qui sont propres à chaque composant. Alors je donne ici un exemple, si on étudie une résistance, on a par exemple une relation de proportionnalité U égale RI, ici en convention récepteur. Eh bien, il nous faut donc, en électromagnétisme, avoir un squelette algébrique similaire. Les deux grandeurs couplées, dans un milieu ferromagnétique, ce seront B et H. Alors ce sont des grandeurs locales qui sont définies en tout point. Il va donc nous falloir une loi pour H, une loi pour B, et une relation entre B et H au sein de chaque matériau. Eh bien la loi pour H, c'est le théorème d'Ampère, que nous avons établi, qui est très utile pour les milieux ferromagnétiques, qui dit que l'intégrale sur un contour fermé de H scalaire dl est égale à I libre en lacet. Et qui vient directement de l'équation de Maxwell-Ampère pour les milieux ferromagnétiques, ρ de H égale J libre. Pour B, eh bien nous avons la conservation du flux de B, qui dit que le flux de B sur une surface fermée est nul. Autrement dit, si on a un tube de champ magnétique qui s'évase comme ça, eh bien le flux de B rentrant ici sera le même que le flux de B sortant ici. On peut même imaginer un circuit magnétique qui se séparerait en deux parties. Hop, comme ça. Et bien à ce moment-là, on pourrait nommer Φ1 le flux magnétique rentrant ici, Φ2 le flux sortant ici, et Φ3 le flux sortant ici, et nous aurions Φ1 égale Φ2 plus Φ3. Donc un équivalent de la loi des nœuds, mais pour B, qui vient de l'équation de Maxwell-Thomson, divergence de B égale 0. Et puis maintenant, donc, nous avons le théorème d'Ampère, la conservation du flux de B, et nous avons maintenant besoin d'une relation entre B et H, et bien ça on sait, c'est le cycle d'hystérésis du matériau. Alors, dans un cas quelconque, il a une allure de ce type, je l'ai un petit peu mal dessiné, mais on l'a vu dans le cours précédent, mais on a aussi le cas des matériaux doux, où dans ce cas-là, on peut écrire que B égale mu H. Et bien voilà, ces trois lois, théorème d'Ampère, conservation du flux de B, et relation entre B et H dans le matériau ferromagnétique, c'est de ça dont on va avoir besoin maintenant
pour étudier les circuits ferromagnétiques. Alors, avant de traiter un exemple, nous allons montrer une autre propriété qui sera importante d'avoir toujours à l'esprit lorsqu'on étudiera les matériaux ferromagnétiques, c'est le guidage des lignes de champ magnétique par le ferro, et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors nous allons montrer ici la capacité qu'ont les matériaux ferromagnétiques à guider le champ magnétique. Pour cela, nous considérons tout d'abord une bobine, alimentée par un GBF de tension alternative sinusoïdale autour de 2 kHz ici, et dont la tension aux bornes est observée sur la chaîne 1 en jaune au niveau de l'oscilloscope. On approche une deuxième bobine de la bobine initiale, et la tension mesurée aux bornes de la deuxième bobine, qui elle n'est pas connectée au GBF, qui est juste une bobine libre en circuit ouvert, la tension mesurée à ces bornes est relevée sur la chaîne 2 de l'oscilloscope en bleu, ici. Et on va observer le phénomène d'induction ici, c'est-à-dire que quand on met la bobine 2 sur la bobine 1, aux bornes de la bobine 2 apparaît une tension, qu'on voit ici en bleu, sinusoïdale, de même fréquence que la tension aux bornes de la bobine 1. Alors pour expliquer ce phénomène, on reprend le cours d'induction de première année, qui dit que si on a une tension aux bornes de cette bobine sinusoïdale, il y a un courant sinusoïdal qui circule dans la bobine. Ce courant sinusoïdal crée un champ magnétique dans cet axe-là, champ magnétique variable qui est capté par la deuxième bobine. Il y a donc un flux magnétique variable à travers cette deuxième bobine, et d'après la loi de Faraday, ce flux magnétique variable engendre une force électromotrice qui est mesurée ici, sur la chaîne 2. Donc on voit que cette bobine numéro 2 est capable de capter le champ magnétique créé par la première. En revanche, si on les met côte à côte, on voit que la tension aux bornes de la deuxième bobine est fortement diminuée, qu'elle capte très peu le champ magnétique de la première bobine. C'est là maintenant que nous allons faire intervenir un matériau ferromagnétique, ici un U ferromagnétique, et nous allons maintenant placer la deuxième bobine et la première bobine sur chacun des bras de ce U ferromagnétique, circuit ferromagnétique que nous refermons ici. Et là, regardons ce qui se passe au niveau de l'oscilloscope. Au niveau de la chaîne numéro 2, on capte une tension beaucoup plus grande que celle obtenue sans le ferromagnétique. Ce qui démontre bien expérimentalement que le champ magnétique créé par la première bobine est canalisé le long de cette ligne, le long de ce matériau ferromagnétique, qu'elle passe dans la deuxième bobine et refermée ici par le circuit ferromagnétique. Donc à l'aide de cette petite expérience, on visualise très nettement la capacité des matériaux ferromagnétiques à canaliser les lignes de champ magnétique et à conduire le champ magnétique à l'endroit où on le souhaite. Donc, nous intéressons maintenant notre premier exemple d'étude de système ferromagnétique avec la bobine à noyau de fer. Alors revenons tout d'abord sur la bobine usuelle, un fil bobiné dans l'air, alimenté par une tension U et parcouru par un courant I. Eh bien nous savons qu'un tel système crée un champ magnétique dont les lignes de champ occupent tout l'espace et se rebouclent à chaque fois au sein du bobinage. Considérons maintenant une bobine un petit peu différente, c'est-à-dire que le bobinage de N-spire s'effectue sur un noyau ferromagnétique. Et bien d'après ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, nous savons que le champ magnétique est canalisé dans le ferromagnétique, et donc je dessine ici une ligne de champ magnétique orientée par la règle de la main droite. Étant donné que B égale μh, car nous allons considérer ici que nous avons un matériau de fer supposé doux, et bien cette ligne de champ de B est aussi une ligne de champ de H. Et la question que nous nous posons, en notant L, la longueur moyenne d'une ligne de champ de H et B, et en supposant que la section du ferromagnétique est constante le long du trajet, la question que nous nous posons, c'est quelle est l'inductance d'une telle bobine. Alors, ce bobinage sur un ferromagnétique possède une inductance, et quelle est cette inductance? À partir de paramètres géométriques, du nombre de spires et de paramètres physiques propres au matériau. Donc je vais vous laisser un petit peu chercher cette question, je vous encourage à écrire un petit peu les différentes équations, le théorème d'Ampère dans les milieux, la conservation du flux de B et la relation entre B et H.
Et pour vous guider, car c'est la première fois que nous étudions un circuit ferromagnétique, vous avez un certain nombre de détails et d'indications. On montrera que la norme du champ magnétique est homogène dans le matériau, comme celle de H. On déduira l'expression de H à partir de l'application du théorème d'Ampère, on en déduira celle de B, et on pourra déduire la valeur de son inductance propre à partir du calcul du flux propre au sein de la bobine. Alors, corrigeons. Tout d'abord, montrons que B est homogène dans le ferromagnétique. Alors, ça vient du fait que la section du ferromagnétique est la même en tout point du circuit ferromagnétique. Alors, on doit démontrer quelque chose sur B, eh bien on part de la loi que nous connaissons sur B, c'est la conservation du flux de B. Donc, le flux de B étant conservé, si on appelle φ1 le flux de B à travers la surface S1 et φ2 le flux de B à travers une autre section S2 du ferromagnétique, on peut dire que φ1 égale φ2. De plus, φ1 ça va être l'intégrale de B scalaire ds, alors ça va être B à l'endroit 1, scalaire ds, alors ds c'est un petit vecteur élémentaire de surface qui oriente la section du ferromagnétique. Donc B1 et ds sont collinaires, donc le produit scalaire est égal ici collinaire de même sens, donc au produit des normes. Et comme B1 c'est une supposition qui est faite dans l'énoncé, et que je rappelle ici que B1 est uniforme, est supposé uniforme sur une section, on peut le sortir, et nous avons B1 intégrale de ds et qui est égal à B1 S1. De la même manière, φ2 est égal à B2 S2. La section S1 est égale à la section S2. Or, S1 égale S2, φ1 égale φ2. On en déduit que la norme de B en 1 est égale à la norme de B en 2. Et ça, c'est vrai, quelles que soient les sections transverses choisies au sein du circuit ferromagnétique. Et donc, B est homogène. La norme de B est homogène dans le ferromagnétique. Donc, étant donné que B égale mu H, puisqu'on a un fer doux, eh bien on peut dire que la norme de H est également homogène dans le ferromagnétique. Donc, ça c'était les indications 1 et 2. Cherchons maintenant à calculer la valeur de la norme du champ H dans le ferromagnétique. Alors pour cela, nous allons utiliser le théorème d'Ampère dans les milieux, puisque c'est lui qui nous permet de calculer H. Alors pour cela, il faut un contour d'intégration. Le contour d'intégration qu'on choisit quasiment systématiquement dans l'étude des matériaux ferromagnétiques, c'est une ligne de champ du champ H. Donc ici je l'ai représenté. Alors pourquoi? Parce qu'il faut intégrer H scalaire dl sur un contour fermé. Bon, la ligne de champ est ici un contour fermé, et H scalaire dl sur une ligne de champ va donner H fois dl, puisque H et dl seront collinaires, puisque dl sera le vecteur contour élémentaire qui oriente donc le contour, et comme ce contour est une ligne de champ, H est aussi tangente à cette ligne de champ, donc on a en tout point H et dl qui sont collinaires. Donc appliquons le théorème d'Ampère sur le contour, sur ce contour-là, donc l'intégrale de H scalaire dl, qui va être égale à I libre enlacé. Donc si on considère ce terme-là, ça va donner l'intégrale de la norme de H fois dl, et comme la norme de H, nous venons de le montrer, est homogène en tout point du matériau, je peux la sortir, elle est constante sur le contour. Il reste H fois l'intégrale sur le contour fermé de dl, qui va donner la longueur du contour, autrement dit, la longueur de la ligne de champ. Reste à déterminer I libre enlacé, eh bien on voit que le courant libre, donc c'est celui qui circule dans les fils enlacés, eh bien c'est celui-là. C'est celui-là ici qui est enlacé une fois quand il tourne ici, dans cette direction-là,
une deuxième fois quand il tourne dans cette direction-là, et puis en fait un certain nombre n fois i. Alors je vérifie juste avec la règle de la main droite que le sens d'enroulement du courant est bien cohérent avec le sens d'orientation du contour. C'est bien le cas puisque le contour est orienté comme ça, les courants I descendent. Il y a bien cohérence entre l'orientation de dl et le sens d'enlacement des courants. Et donc je peux directement déduire que H égale NI sur L au sein du bobinage, au sein du matériau ferromagnétique dû au bobinage. Il nous reste, notre objectif c'est de calculer l'inductance propre. Or l'inductance propre, c'est le flux propre magnétique vu par le bobinage sur le courant I. Et le flux propre, c'est N fois le flux vu par une spire du bobinage. Alors attention, parce que souvent on oublie une erreur classique est d'oublier le N. Qu'est-ce que c'est que le flux propre, hein? C'est vraiment le flux que voit le bobinage, le flux magnétique que voit le bobinage, et le bobinage est constitué de N spires, donc il voit N fois le flux vu par une spire, avec flux de une spire, qui est égal à l'intégrale de B scalaire ds, et bien sur la surface d'une spire ici, donc ds est orienté comme cela, c'est-à-dire qu'il est collinaire à B, puisque B est collinaire à la ligne de champ ici. Donc ça fait finalement l'intégrale de BDS, et B nous savons désormais qu'il est homogène, ça fait donc finalement B fois S. B est égal à mu H. Nous en déduisons, c'est donc que B est égal à mu NI sur L. Autrement dit, L est égal à N fois le flux d'une spire, mu NI sur L fois S, le tout divisé par I. On en déduit que l'inductance de cette bobine est mu N carré S sur L. Et donc on rappelle que mu est égal à mu 0 fois mu R. Donc mu 0 c'est la perméabilité magnétique du vide, et mu R c'est la perméabilité magnétique relative du matériau. On se rend donc compte que plus on aura un matériau qui aura une perméabilité magnétique relative mu R élevée, et bien plus on va avoir une inductance élevée. Donc introduire un noyau de fer dans un bobinage permet d'augmenter la valeur de l'inductance de ce bobinage. Et alors, peut-être vous avez déjà utilisé en TP des bobines où on peut rentrer plus ou moins un noyau de fer à l'intérieur, et que plus vous rentrez du noyau de fer à l'intérieur, plus la valeur de l'inductance est élevée. Donc ça permet de faire des inductances réglables en TP quand on a besoin d'une certaine valeur d'inductance, on rentre plus ou moins le noyau de fer. Et bien on en a ici une justification, puisqu'on a montré que, à travers cet exercice, un bobinage sur un noyau de fer possède une inductance supérieure à un bobinage dans l'air. Alors juste quelques petits commentaires par rapport à cette étude. La démonstration initiale que B et H sont homogènes dans le ferromagnétique n'est pas tout le temps demandée, n'est pas forcément obligatoire, mais je l'ai faite pour la première fois pour que vous vous rendez bien compte que ce n'est vrai que parce que la section du ferromagnétique est la même en tout point du matériau. Si il y avait un rétrécissement de section à un endroit du matériau ferromagnétique, on aurait par conservation du flux de B une augmentation du champ magnétique et donc une augmentation de H, et donc il faudrait faire attention dans l'application du théorème d'Ampère ici, à ne pas sortir le H, mais bien à découper le contour sur deux zones différentes, correspondant chacune aux deux sections différentes. Donc on fera des exemples où on découpe les contours, je reviendrai dessus. Donc juste pour dire que dans la démonstration, si on vous demande de déterminer l'inductance L de cette bobine, bon, cette étape initiale-là n'est pas forcément obligatoire, même s'il faut que vous l'ayez en tête pour le justifier si on vous le demande. Deuxième chose, on retrouve bien une inductance en N carré, comme le cas de l'inductance d'un solénoïde infini qu'on a étudié dans le cours d'induction. Alors, ce N carré, c'est important de l'avoir en tête parce qu'il arrive souvent, je vous l'ai dit, qu'on oublie ce N ici dans l'expression du flux propre,
Et donc c'est un moyen de se dire, ah oui, je l'ai peut-être oublié, puisqu'il n'apparaît pas. Alors pourquoi c'est n carré, l'inductance propre? Parce que le champ magnétique est proportionnel au courant fois n, puisqu'il y a n bobinages, donc il y a n spires, donc le champ magnétique total est proportionnel à n, et le flux propre est lui-même proportionnel à n, chaque bobinage voit une fois le flux vu par une spire. Donc on a un facteur n qui est dû au fait que le flux propre est vu n fois, et un autre facteur n qui est dû au fait que le champ magnétique créé par la bobine est lui aussi un multiple de n. Donc ces deux facteurs n créent le facteur n carré. Alors on va maintenant vérifier le caractère inductif du système réalisé expérimentalement. Alors pour cela on va prendre le noyau de fer, on va lui mettre une bobine autour, qu'on va alimenter à l'aide d'un rototransfo. Je ne rentre pas dans le détail, on en discutera plus longuement lors de ce qu'on présentera le relevé expérimental du cycle d'hystérésis. C'est un générateur de tension variable. Donc on le connecte à la bobine, donc V, U est la tension aux bandes de la bobine, et I, le courant qui circule dans la bobine, donc on souhaite mesurer U et I, pour voir leur évolution. Alors pour mesurer I, il existe plusieurs techniques, on pourrait penser à utiliser une pince ampérométrique, qui est une petite boucle qu'on met autour d'un fil, et cette petite boucle se connecte ensuite à l'oscilloscope et permet la mesure d'une tension directement proportionnelle au courant. C'est très pratique, mais je n'en avais pas à ma disposition, donc j'ai dû utiliser une autre méthode, une méthode classique qui est de mettre une résistance en série avec le système étudié, et remarquer qu'en fait la tension à ces bornes c'est R fois I, et donc c'est directement l'image du courant qu'on cherche à mesurer. Donc cette tension, eh bien, on l'envoie sur un oscilloscope en chaîne 2, et donc en chaîne 2, j'aurai l'information du courant I. Alors il me reste maintenant à mesurer la tension U. Alors là je suis un petit peu embêté, puisque si je veux utiliser l'oscilloscope, je ne peux mesurer que des tensions entre la masse, qui est ici, et un point du circuit. Or, U n'est pas connecté directement à la masse, donc ce que je peux mesurer à l'oscilloscope, a priori, c'est cette tension ici, entre la masse et le point en haut. Donc, ça je vais l'envoyer vers la chaîne 1, qui sera en jaune sur l'expérience après. Et la chaîne 1, a priori, mesure U plus RI. Alors, quand j'ai mis I pour la chaîne 2, entre parenthèses, c'est fois R. Ce que je voulais dire, c'était que c'était le signal qui allait nous donner la forme de I. Alors, pour avoir U, j'ai première possibilité, je peux faire chaîne 1 moins chaîne 2 à l'oscilloscope, et j'aurai directement U. Bon, ça c'est quelque chose qui est pratique et qu'on peut faire. On peut aussi utiliser se délivrer du problème de connexion à la masse en utilisant un transformateur d'isolement ou une sonde différentielle. Bon, c'est pas ce que j'ai choisi ici parce que c'était pas nécessaire. Je suis plutôt parti sur une approche de type chaîne 1 moins chaîne 2, et en fait, on se rend même compte qu'au vu de la résistance choisie, on se rend compte en faisant l'expérience qu'en fait, RI est très petit devant U. On le voit expérimentalement. Donc en fait, chaîne 1 moins chaîne 2, c'est la même chose que chaîne 1, donc en fait en visualisant la chaîne 1, on a directement en fait l'image de U. Donc tout ça pour dire que sur la chaîne 1, ce qu'on verra, eh bien on pourra l'assimiler à U, et sur la chaîne 2, ce qu'on verra, ce sera I, entre parenthèses multiplié par R, donc on aura bien la forme de U et la forme de I. Donc on va faire l'expérience, on va voir que au début tout va se passer comme le modèle qu'on vient d'étudier le prédit, et puis quand on va augmenter de manière peut-être un peu significative la tension du générateur, on va commencer à voir des choses apparaître, et on essaiera d'en discuter dans une prochaine vidéo. Donc on a ici le montage expérimental de l'étude d'une bobine à noyau de fer qu'on va alimenter et dont on va observer en jaune la tension aux bornes et en bleu le courant qui circule à l'intérieur par le biais de la mesure de la tension aux bornes d'une résistance mise en série. Et donc on alimente la bobine avec la tension jaune, et on voit que le courant est bien déphasé de pi sur 2 et en retard
par rapport à la tension, ce qui correspond à bien un comportement inductif de la bobine. Maintenant, augmentons la tension d'alimentation, et on voit que le courant se déforme comme prévu lors de l'étude théorique, qui s'expliquait par le fait qu'à partir de ce niveau de tension d'entrée environ, on commence à saturer le matériau ferromagnétique et on commence à voir apparaître son caractère non linéaire et la forme du cycle d'hystérésis. Donc si les niveaux de tension aux bornes de cette bobine sont suffisamment faibles, on a un comportement linéaire et un comportement inductif classique. Si on met une tension trop élevée, on voit apparaître déformation du courant due au cycle d'hystérésis. Alors, je vous invite à chercher quelle est l'origine de la forme du courant I quand la tension d'entrée U aux bornes du bobinage devient trop élevée. Alors, elle réside dans le fait que le matériau n'est pas complètement un fer doux, ou en tout cas, quand la tension d'entrée devient trop importante, le modèle du fer doux n'est plus adapté, et on doit considérer un cycle d'hystérésis pour le matériau, et c'est la considération de ce cycle d'hystérésis qui va être la clé pour la détermination de I. Alors je vous laisse essayer de faire le raisonnement. Donc vous avez une tension U qui elle reste sinusoïdale à tout instant, et puis il faut essayer de prédire la forme que va avoir le courant I, comme observé dans la vidéo. Donc on corrigera ça dans une prochaine vidéo. Et on calculera aussi l'énergie magnétique stockée dans une bobine à noyau de fer.